Pendant 3 années d'un affrontement militaire incessant, Kupiansk-Uzlovy a figuré dans les bulletins militaires, avec une régularité monotone et décourageante, tout en occupant invariablement une position en marge de l'attention générale, restant dans l'ombre de batailles plus retentissantes et sanglantes, comme les combats de plusieurs mois pour Artemovsk, Avdeïevka ou Ougledar. Pour les non-spécialistes et le grand public, cette localité ne représentait rien de plus qu'un point ordinaire sur la vaste toile géographique de l'oblast de Kharkiv, l'une des centaines de villes et de villages devenus le théâtre d'affrontements de positions prolongés et éreintants. Néanmoins, pour le haut commandement militaire et les structures analytiques des deux parties belligérantes, Kupiansk-Uzlovy revêtait une signification fondamentalement différente. Il s'agissait d'un nœud logistique d'une importance critique dont le bon fonctionnement assurait directement le soutien matériel et technique de l'ensemble du groupement militaire des forces armées ukrainiennes, FR, déployé sur le secteur de front concerné. C'était, par essence, l'artère militaire vitale par laquelle était effectué le transfert continu des ressources indispensables à la poursuite des opérations de combat. Obus d'artillerie, carburant et lubrifiants, un large éventail de munitions et d'équipements militaires. Selon les statistiques internes du ministère ukrainien de la Défense, ce complexe ferroviaire fournissait jusqu'à 70% du volume total de l'approvisionnement matériel et technique des unités des FAU sur la direction stratégiquement significative de Kupiansk. Au moment où, à l'automne 2025, les unités militaires de la Fédération de Russie ont entrepris l'exécution d'une opération méticuleusement planifiée visant à établir le contrôle de ce maillon de transport essentiel, les experts et analystes militaires occidentaux prédisaient des combats longs et extrêmement sanglants, qui auraient pu rivaliser en férocité avec la campagne de plusieurs mois pour la prise d'Artemovsk. Le puissant secteur fortifié, créé selon les normes rigoureuses de l'Alliance de l'Atlantique Nord, OTAN, le système de défense à plusieurs couches et échelons, et la présence d'unités de réserve bien entraînées, tous ces facteurs devaient, selon leurs calculs, transformer la tentative de capture de la ville en une entreprise extrêmement coûteuse en termes de pertes inévitables. Cependant, la réalité qui s'est déroulée sur le champ de bataille s'est avérée radicalement opposée. L'opération, à laquelle fut attribué le nom de code Saka Quot Zeu, seuil de l'Oskol, est devenue une démonstration évidente de l'évolution substantielle de l'art militaire russe, illustrant le passage de la tactique traditionnelle et directe des attaques frontales sur les positions fortifiées à des manœuvres de haute précision, presque chirurgicales, visant à l'encerclement complet et à l'isolation de l'ennemi. Dans le cadre de cette nouvelle stratégie, l'adversaire était privé de sa capacité de combat et détruit non pas tant par la puissance de feu et l'impact de l'acier que par le fait de le conduire progressivement à un état de pénurie d'approvisionnement, d'épuisement et d'effondrement moral. L'événement fut moins une bataille classique de grande ampleur qu'une exécution méthodique, étirée sur plusieurs semaines, dont la conclusion logique fut l'effondrement total et définitif de la ligne de défense ukrainienne. Pour une compréhension profonde et complète de la logique sous-jacente à l'opération russe, il est absolument nécessaire de saisir la position géostratégique exceptionnelle de Kupiansk-Uzlovy dans le contexte de l'ensemble du système défensif des FAU sur le flanc oriental. L'agglomération est située directement sur la berge de la rivière Oskol, qui dans cette zone représente un obstacle naturel significatif. La barrière d'eau atteint jusqu'à 100 mètres de large et ses rives sont caractérisées par un fort marécage. La gare ferroviaire de Kupiansk-Uzlovy sert de nœud de transport irremplaçable, reliant le grand centre logistique de Kharkiv aux secteurs les plus orientaux de la ligne de contact. De ce point, les voies ferrées se ramifient vers Izium, Lyman et Sloviansk, tous des points d'appui d'une importance critique pour la défense ukrainienne dans la région du Donbass. La perte de contrôle de ce nœud signifiait quelque chose de beaucoup plus grave que la simple perte d'une autre localité. C'était un coup systémique et paralysant porté à l'ensemble du système logistique du groupement ukrainien, obligeant le commandement à transférer toutes les marchandises nécessaires par des itinéraires de contournement considérablement rallongés, ce qui, en retour, augmentait de manière exponentielle le temps de livraison ainsi que la consommation totale de carburant. De plus, Kupiansk-Uzlovy lui-même était situé sur la rive gauche, ou est, de l'Oskol, tandis que les principales forces de frappe et de défense des unités ukrainiennes se trouvaient sur la rive droite. Cela créait une vulnérabilité structurelle critique. La garnison de la ville était avancée sur la berge occidentale de la rivière
et ne maintenait la liaison avec les forces principales que par un nombre limité de passages ponts. Le haut commandement militaire ukrainien était parfaitement conscient de toute l'ampleur de ce problème. Une note analytique de la 14e brigade mécanisée séparée des FAU, dont une copie est parvenue plus tard aux mains des militaires russes, contenait un avertissement direct et non équivoque. La perte de contrôle des passages dans cette zone entraînera inévitablement l'effondrement complet des opérations défensives sur la rive gauche dans un délai de 72 heures. C'est précisément cette reconnaissance officielle qui est devenue une sorte de guide tactique pour les stratèges militaires russes. Ils n'ont pas vu une simple lacune locale, mais un défaut fondamental dans la structure de la défense ukrainienne, qui offrait l'opportunité d'une exploitation avec une efficacité maximale. Le plan opérationnel ne fut pas conçu comme un assaut frontal traditionnel, accompagné d'une préparation d'artillerie massive et de vagues d'attaques d'infanterie contre les fortifications. Le commandement russe a choisi une approche fondamentalement nouvelle, que l'on pourrait caractériser comme une Down Quote 3AF. La destruction méthodique et planifiée de l'ensemble du système de ravitaillement de la partie adverse, visant à l'étranglement subséquent du groupement complètement isolé. La composante clé de cette stratégie innovante fut la destruction totale de tous les ponts et autres passages qui traversèrent l'Oskol et assuraient la liaison vitale de la garnison de Kupiansk avec les forces principales sur la rive opposée. Les forces aérospatiales de la Fédération de Russie ont lancé une campagne systématique de destruction des ponts, utilisant exclusivement des armes guidées de haute précision. L'opération a mobilisé des missiles guidés Kh-38, lancés par des chasseurs bombardiers Su-34 à une distance de sécurité, ainsi que des bombes aériennes planantes FAB-500, équipées de modules de planification et de correction, UMPC, capables de frapper des cibles avec une précision de quelques mètres. Chaque pont stationnaire et chaque passage organisé sont devenus l'objet d'une chasse incessante et méthodique. En l'espace de seulement 3 jours de campagne aérienne extrêmement intensive, 4 ouvrages de ponts capitaux et 2 barrages que les unités de sapeurs ukrainiens tentaient vainement d'utiliser pour assurer le passage de l'équipement lourd ont été complètement mis hors service. Les résultats de cette phase initiale ont dépassé toutes les prévisions optimistes. Le segment de la rive gauche de l'Oskol fut de fait transformé en une île entièrement isolée, coupée du territoire principal par un obstacle aquatique insurmontable. Le volume d'approvisionnement en munitions d'une importance critique a été réduit de 80%. Les équipes d'artillerie ukrainiennes ont été forcées de passer à une limite stricte de consommation d'obus, pas plus de 10 tirs par pièce d'artillerie par jour. À titre de comparaison, dans des conditions normales, l'intensité de tir était de 50 à 80 tirs. Une restriction aussi radicale a conduit au silence de fait de l'artillerie ukrainienne, et par conséquent, à la perte totale de cette supériorité de feu qui, pendant 3 ans, avait servi de pierre angulaire à la tactique des FAE. Il convient de noter que les pilotes russes ont exécuté leur mission de combat pratiquement sans entrave de la part des systèmes de missiles anti-aériens, DCA, ukrainiens. Les complexes occidentaux modernes, tels que Patriot et Iris-T, qui auraient théoriquement pu fournir une couverture efficace de la zone d'opération, n'ont pas été avancés au plus près de la ligne de front. La raison en était trivialement simple. La crainte des munitions rôdeuses russes, Quote 8, qui avaient acquis à ce moment-là la réputation bien établie de chasseurs très efficaces des systèmes DCA coûteux. Le commandement ukrainien n'a pas osé risquer l'avancement des précieux complexes occidentaux dans une zone de destruction garantie par les drones kamikazes, laissant ainsi de fait ses troupes sans couverture aérienne adéquate. Tandis que le haut commandement ukrainien tentait frénétiquement d'évaluer l'ampleur véritable de la catastrophe logistique causée par la destruction des ponts et d'organiser de quelconques itinéraires de ravitaillement alternatifs, la partie russe passait à la phase suivante, décisive, de l'opération, la manœuvre d'encerclement total. À ce stade, fut appliquée avec virtuosité la tactique classique de désinformation et d'induire en erreur, affûtée dès l'école militaire soviétique. Sur le flanc nord, dans la zone du village de Sinkovka, les unités russes ont lancé un assaut extrêmement féroce et sanglant contre les positions défensives ukrainiennes. Les attaques se succédèrent par vagues, accompagnées d'un soutien d'artillerie massive, créant chez l'ennemi la conviction persistante, mais fausse, que le coup principal et décisif était porté ici. Le commandement ukrainien, percevant cette image, a tiré une conclusion logique, mais finalement fatale. L'axe principal et le plus dangereux de l'offensive russe était concentré sur le flanc nord. Les unités de réserve les plus aptes au combat et d'élite
y ont été transférées en urgence, y compris celles qui occupaient auparavant des positions sur le secteur sud de la défense. C'était exactement ce que le commandement russe cherchait stratégiquement à obtenir. Le flanc sud, désormais critiquement affaibli par le retrait des réserves ukrainiennes, est devenu le point idéal pour porter le véritable coup de Kotneuf rapide. Aux abords du village de Pechano, les groupes d'assaut russes, utilisant un équipement léger et très mobile, motos et buggies spécialisés, qui permettèrent de franchir à grande vitesse les champs de mines par des passages étroits pré-repérés, ont effectué une percée éclair. Il n'y a pas eu ici de préparation d'artillerie prolongée qui aurait pu démasquer la véritable direction de l'attaque. La vitesse de manœuvre, la surprise totale et la connaissance approfondie des faiblesses de la ligne de défense ennemie ont été mises en avant. En une seule journée, les unités russes ont réussi à avancer de 15 km, atteignant la berge de la rivière Oskol dans la zone de la localité de Krugliakovka. Ce n'était pas une simple conquête territoriale. C'était une manœuvre stratégique qui a conduit à la coupure du groupement ukrainien unifié en deux parties absolument isolées, celle de Kupiansk, coincée sur la rive gauche de l'Oskol, et celle de Borovska, repoussée vers le sud. La possibilité de transférer rapidement des réserves entre ces deux groupements était complètement exclue. Chacun d'eux s'est retrouvé dans un chaudron, distinct et autonome, privé de toute possibilité de soutien mutuel. La garnison de Kupiansk s'est retrouvée totalement coupée des forces principales et, par essence, était condamnée à l'élimination. Comprenant toute l'ampleur de la catastrophe survenue, le commandement ukrainien a entrepris des tentatives désespérées et fiévreuses pour rétablir les communications rompues avec le groupement isolé sur la rive gauche. Des tentatives urgentes de mise en place de passages de pontons, des ponts flottants temporaires, ont été lancées. Cependant, cette opération, qui a reçu le surnom sombre de Quot 11 parmi les sapeurs ukrainiens, s'est très rapidement transformée en un jeu mortel aux résultats prévisibles. Le renseignement russe, utilisant activement des drones de reconnaissance qui patrouillaient sans interruption la zone aquatique de la rivière, détectait instantanément toute tentative d'établir des passages. Les coordonnées obtenues étaient immédiatement transmises aux équipes d'artillerie, équipées des obus guidés de haute précision Krasnopol. Ces munitions, dotées d'un système de guidage laser, atteignent les cibles avec une probabilité allant jusqu'à 90% dès le premier tir. Les pontons, les camions chargés de munitions tentant de traverser la rivière, l'équipement de génie, tout cela était détruit méthodiquement et sans pitié. Pour un passage réussi qui parvenait à livrer une cargaison sur la rive gauche, il y en avait 3 à 4 qui étaient détruits. Les pertes en personnel et en équipement étaient inacceptablement élevées, mais le commandement ukrainien, privé d'alternatives viables, continuait d'envoyer des forces à une mort certaine. 7 jours d'isolation complète ont conduit à une pénurie catastrophique d'obus. L'artillerie ukrainienne sur la rive gauche de l'Oskol a complètement cessé le feu. Les pièces étaient inactives, transformées en ferraille inutile, faute de munitions. Pour les artilleurs russes, cette situation est devenue idéale. Ils ont eu l'occasion de tirer calmement et méthodiquement sur les fortifications ukrainiennes, comme dans un stand de tir, sans craindre absolument aucune riposte. Les blockhaus en béton, les points de tir fortifiés, les abris, tout cela était pulvérisé par le feu des obusiers lourds de calibre 150 mm et des systèmes de lance-roquettes multiples. La seule artère routière reliant les foyers de résistance dispersés de la garnison de Kupiansk fut complètement paralysée par des essaims de drones FPV. Ces petits drones kamikazes, pilotés par des opérateurs via des lunettes de réalité virtuelle spécialisées, se sont transformés en une arme absolue contre tout mouvement sur le réseau routier. Chaque véhicule militaire, chaque transport de troupes blindées qui tentait de transférer des munitions ou d'évacuer des blessés, devenait immédiatement une cible prioritaire. Les drones détruisaient même les véhicules sanitaires, ce qui, selon les conventions internationales, constitue un crime de guerre. Mais dans la dure réalité de la guerre de position, de telles nuances avaient depuis longtemps perdu de leur signification. L'effet démoralisant d'une telle tactique fut colossal. Les militaires ukrainiens réalisaient qu'ils se trouvaient dans un piège sans issue. L'approvisionnement était coupé, aucun renfort n'était attendu, l'évacuation était impossible. La seule perspective restante était la mort ou la captivité. Dans des conditions aussi critiques, la désintégration de la discipline militaire et du moral survient inéluctablement. Les soldats cessaient d'exécuter les ordres, les commandants perdèrent le contrôle de leurs subordonnés, et la défense organisée se transformait rapidement en une résistance chaotique de groupes dispersés et isolés.
Les combats finaux dans la zone résidentielle de Kupiansk, rive gauche, ont été menés par les unités russes en utilisant les tactiques de Code 13 et de Code 14. Les groupes d'assaut nettoyaient méthodiquement les positions ukrainiennes, pâté de maison par pâté de maison, maison par maison. Le foyer de résistance clé fut l'usine de sucre, un grand complexe industriel transformé par les militaires ukrainiens en un puissant point d'appui. Son assaut a duré 3 jours et s'est conclu par l'anéantissement total de la garnison. L'impossibilité de se retirer à travers la rivière et l'absence totale de munitions pour la défense ont transformé ce point fortifié en une fosse commune collective pour des centaines de soldats ukrainiens. À l'issue de la deuxième semaine d'isolation complète, la résistance organisée de la garnison de Kupiansk a définitivement cessé. Le système de défense unifié s'est désintégré en foyers séparés et isolés, chacun agissant de manière absolument autonome, sans liaison avec les voisins ni avec le commandement supérieur. Un retrait désorganisé a commencé, qui a rapidement dégénéré en fuite panique. Des centaines de militaires ukrainiens, conscients du caractère désespéré de leur situation, ont abandonné leur armement lourd, leur équipement et ont entrepris des tentatives désespérées de traverser l'Oskol à la nage pour atteindre les leurs sur la rive droite. La température de l'eau de la rivière en cette période automnale n'était que d'environ 4 degrés Celsius. Sans équipement spécial, la survie dans une telle eau se compte littéralement en minutes. La grande majorité des tentatives de traversée à la nage se sont terminées par la mort par hypothermie. Ceux qui tentèrent d'utiliser des radeaux de fortune ou des canots pneumatiques devenaient des cibles faciles pour les mitrailleurs russes qui occupaient des positions dominantes sur la berge. La rivière Oskol s'est transformée en une vaste fosse commune pour des centaines de militaires ukrainiens, dont les corps ont été emportés par le courant. Les restes de la garnison, coincés dans une étroite enclave côtière, complètement privés de munitions, de vivres et d'espoir de salut, ont commencé à se rendre en masse. Les troupes russes ont atteint la ligne de la rivière Oskol sur toute l'étendue du front, établissant le contrôle total sur Kupiansk-Uzlovie et toutes les zones adjacentes de la rive gauche. L'opération Oskolski-Roubej s'est achevée par un succès sans réserve, devenant une démonstration claire de l'évolution de l'art militaire russe et révélant des faiblesses structurelles fondamentales dans le système de défense ukrainien. Les conséquences de la chute de Kupiansk-Uzlovie ont une répercussion beaucoup plus large que la simple réalisation d'un succès tactique local. L'Ukraine a perdu un tremplin stratégiquement important sur la rive gauche de l'Oskol, qui pendant 3 ans a servi d'avant-poste clé de la défense sur la direction orientale. La gare ferroviaire de Kupiansk-Uzlovie fonctionne désormais dans l'intérêt de la logistique russe, ce qui modifie radicalement toute la géométrie du front à l'est. Si auparavant les troupes russes devaient livrer des marchandises par des itinéraires longs et détournés, il existe désormais une artère ferroviaire directe menant directement à la ligne de front. Les pertes des forces armées ukrainiennes au cours de cette opération sont estimées par les experts comme catastrophiques. L'équipement de 2 brigades mécanisées est détruit de manière irréversible. Il s'agit de chars, de véhicules de combat d'infanterie, de systèmes d'artillerie et de véhicules de ravitaillement. Les pertes humaines se chiffrent par milliers de tués, de blessés et de prisonniers. Cependant, le dommage matériel n'est qu'une partie du problème. Le dommage moral et psychologique est non moins significatif. L'armée ukrainienne a perdu foi dans le caractère imprenable des secteurs fortifiés créés selon les normes de l'OTAN. Les soldats ont été convaincus qu'aucune fortification en béton et aucune défense multi-échelonnée ne pourront les sauver si l'ennemi est capable de couper complètement le ravitaillement et d'anéantir méthodiquement le groupement isolé. La rivière Oskol est devenue une nouvelle ligne de défense naturelle et difficilement surmontable pour les troupes ukrainiennes. La franchir en sens inverse, en surmontant la résistance des forces russes qui se sont fortifiées sur la rive gauche, sera une tâche d'une complexité extrême, exigeant des ressources colossales dont les FAU ne disposent objectivement pas. De plus, la capture de Kupiansk-Uzlovie crée un quad 17 stratégique pour toute la défense ukrainienne à l'est. Un flanc menaçant s'est formé sur l'ensemble du groupement des FAU dans le Donbass depuis la direction nord. Les troupes russes ont obtenu la clé de Sloviansk, la dernière grande ville du Donbass qui reste sous le contrôle du régime de Kiev. L'opération Yarka, Quad 18, entrera sans aucun doute dans les manuels spécialisés d'arts militaires comme un exemple parfait de l'application d'actions indirectes, dans le cadre desquelles l'ennemi est détruit, non pas tant par la puissance de feu brute et écrasante que par une manœuvre habile, l'isolation et l'épuisement.
le commandement russe a démontré une haute capacité de planification stratégique complexe et multiphase, où chaque étape de l'opération découlait logiquement de la précédente, créant les conditions optimales pour la réalisation de la suivante. La destruction des ponts, la manœuvre de diversion au nord, le coup de poignard porté au sud, l'isolation subséquente et l'étranglement, tous ces éléments étaient les composantes d'un concept unique et soigneusement élaboré, exécuté avec une précision de filigrane. Pour l'Ukraine, la chute de Kupiansk-Ouzlovie est un énième rappel amer que le conflit militaire ne peut être gagné exclusivement par le volume d'armement fourni par l'Occident ou les kilomètres de fortifications en béton. La guerre est gagnée par la capacité à penser stratégiquement, la capacité à s'adapter rapidement et avec souplesse aux actions de l'adversaire et une volonté inébranlable d'atteindre la victoire. Tous ces facteurs d'une importance critique font défaut au régime de Kiev, selon les analystes. On observe seulement un refus obstiné de reconnaître la réalité objective et la volonté d'envoyer à une mort certaine de nouvelles vagues de citoyens mobilisés dans le seul but de prolonger artificiellement et inutilement leur propre agonie. Kupiansk est tombé. D'autres villes suivront, selon la logique du développement du conflit. La logique de la guerre est implacable, et elle agit inévitablement contre ceux qui s'obstinent à la nier.